technicienne. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir Chantal Joanneau. Merci aussi d'avoir accepté cette rencontre Sciences Po Sud-Ouest. Et pour une fois, ce n'est pas vous qui la présiderez. Mais bon, c'est vous qui êtes sur j'allais dire la chaise de la personne interrogée, mais je vais essayer d'être à la hauteur de cette responsabilité. Les étudiants, les 4 étudiants de Sciences Po qui sont autour de moi et dans la salle ont préparé ce grand oral, vont bien sûr vous interroger sur votre parcours, vous interroger sur l'actualité politique, environnementale, et puis bien sûr sur ce qui nous concerne ici, en votre présence, le débat public. En 2 mots, je vais résumer votre CV. Vous êtes d'abord issu de la haute fonction publique avant d'entrer dans l'arène politique. Vous avez travaillé dans l'entreprise privée, chez Renault et puis EDF, avant de tenter l'ENA à 28 ans. C'est-à-dire que vous y entrez à l'âge auquel certains en sortent déjà, soit pour devenir directeur de cabinet, soit déjà pour pantoufler dans le privé. Et l'ENA qui vous a permis de venir dans notre région, puisque vous avez été directrice du cabinet de préfet de la Vienne et de Poitou-Charentes entre 1999 et 2001. En 2002, vous devenez plume du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, et vous êtes spécialement chargé de l'environnement, qui, à cette époque, ne commence pas à bien faire. Nicolas Sarkozy, que vous suivez au Conseil général des Hauts-de-Seine, puis à l'Élysée en 2007, en devenant sa conseillère développement durable. Et à ce titre, vous êtes spécialement chargé de suivre les négociations sur le Grenelle environnement. En 2008, vous devenez présidente de l'ADEME. Donc, alors ça a changé de nom. À l'époque, c'était Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Maintenant, je ne sais plus ce que ça veut dire, le cycle, vous devez le savoir. Non, bon, c'est pas grave. Bon, ça reste l'ADEME de toute façon, mais ça parle d'énergie et d'environnement. Voilà. Et 1 an après, vous remplacez la turbulente Nathalie Kosciusko-Morizet au secrétariat d'État à l'écologie. La suite, en l'occurrence la campagne présidentielle 2012 de Nicolas Sarkozy, va montrer que comme NKM, vous n'avalez pas non plus facilement les couleuvres et que comme elle, vous pensez qu'il est possible d'être en même temps écologiste et de droite. Après l'environnement, le sport qui renvoie à votre prestigieux palmarès de karatéka. Vous nous direz précisément si vos ceintures noires vous ont protégé quand il fallait se rendre sur le tatami politique où tous les coups, ou presque, sont parfois permis. En novembre 2010, vous êtes nommée ministre des Sports. Vous y restez à peine 1 an pour honorer votre mandat de sénatrice, élue en septembre 2011. Et vous êtes la karatéka et remplacée par un judoka, en l'occurrence David Douillet. Vous avez siégé au Conseil régional d'Île-de-France et à la mairie de Paris, sans toutefois obtenir la tête de liste que vous revendiquiez pour chacune de ces élections. Avant de renoncer à la vie politique électorale en 2017, il faut préciser que vous aviez quitté l'UMP pour l'UDI, le parti de Jean-Louis Borloo, en 2014. Et donc ma première question, est-ce parce que, issu de la promotion Cyrano de Bergerac à l'ENA, vous avez fini par vous dire « Sarkozy, non merci ». C'est un piège. Bonsoir à toutes et à tous. Alors sur cette première question, il faut savoir que j'y réponds sérieusement. Oui, si vous voulez, mais vous faites ce que vous voulez. En fait, effectivement, moi, j'ai connu Jean-Louis Borloo quand on a préparé le Grenelle de l'environnement ensemble. C'était d'abord avec Alain Juppé et ensuite avec Jean-Louis Borloo. Et quand il a créé son mouvement, qui était le mouvement de l'UDI, alors c'est pas si vieux que ça, mais je suis pas sûre que tout le monde connaisse nécessairement bien l'UDI. C'était un mouvement qui avait vraiment pour ambition, effectivement, de réconcilier le développement et l'écologie. Et donc ça correspondait complètement à mes valeurs. Et donc c'est d'abord par adhésion à Jean-Louis et à ses idées que je l'ai suivi. D'accord. Allez, Maëlle, on attaque les questions sérieuses pour le coup. Oui. Et donc, comment est née votre volonté de jouer un rôle politique ? Complètement par hasard. Hein. J'avais jamais. Alors, il faut déjà dire que j'avais pas imaginé faire des hautes études du tout. J'ai commencé par un BTS de commerce international parce que je souhaitais pas nécessairement faire des études. Et en fait, c'est dans ma vie professionnelle, donc j'étais au ministère de l'Intérieur, qui est un très très beau ministère. Et quand Nicolas Sarkozy a été nommé ministre de l'Intérieur,
il cherchait une plume, c'est-à-dire quelqu'un qui a exercé les différentes fonctions au sein du ministère et qui puisse du coup parler aux différents agents de ce ministère qui ont des cultures extrêmement variées. Donc, il se trouve que j'avais fait ça, il se trouve que j'avais écrit des notes, pas sous mon nom, mais sous des noms d'emprunt sur différents sujets qui concernaient le ministère, et que par hasard, ils ont appris que j'avais écrit ces différentes notes, donc ils sont venus me chercher. Donc, je n'étais pas demandeuse. Et d'ailleurs, c'est marrant parce ils m'ont d'abord sollicité une première fois, j'ai dit non. Donc ensuite, j'ai été convoquée dans le bureau du directeur de cabinet de l'époque, qui était Claude Guéant, et qui m'a dit, est-ce que vous avez une objection pour rejoindre le cabinet ? Alors, quand vous êtes fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, c'est quand même un peu le petit doigt sur la couture. Et je leur ai dit, présenter comme ça, non. Et me voilà retrouvé plume. Et de fil en aiguille, effectivement, dans des fonctions tout à fait politiques, avec vraiment cet engagement qui est venu sur le tard pour l'écologie, mais qui est venu vraiment sur le tard. Je n'étais pas du tout écologiste à la base. C'est venu plus par la connaissance et des rencontres de différentes personnes qui vont de Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot, Alain Bougrain-Dubourg, enfin voilà. C'est en écrivant les discours finalement que vous vous êtes frotté à l'écologie et que vos convictions se sont développées. Alors c'est pas en écrivant vraiment les discours de Nicolas Sarkozy, parce que ça n'intéressait personne l'environnement à l'époque. C'est Claude Guéant, qui était directeur de cabinet, qui à l'époque en 2002 a dit il nous faut une personne qui connaisse ces sujets et en charge de ces sujets au sein du cabinet. Et il me l'a dit tel texto, ça va devenir un sujet politique majeur. On a besoin de quelqu'un. Et comme ça n'intéresse personne, ce sera vous. Donc me voilà propulsée autour de ce sujet. Du coup, pour le connaître, j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque le Collège des hautes études du développement durable, pour quand même savoir de quoi on parle. Et je me suis beaucoup intéressée à la littérature européenne, qui était la plus développée dans le domaine de l'environnement. Et de fil en aiguille, c'est passionnant parce que c'est un sujet qui vous interroge fondamentalement. On ne peut pas rester insensible à cette question du développement durable parce qu'elle vous interroge dans votre être, dans votre vivant, dans votre relation. Et quand vous étiez en stage sur le terrain à la préfecture de Poitiers, j'imagine que déjà quand même vous étiez confronté à ce type de problème, voire de polémique que l'État devait résoudre ou pas encore, ou oui, complètement. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'étais à la préfecture de Poitiers, il y a eu 2 événements majeurs. Déjà, c'était la dernière centrale nucléaire construite en France, c'était Civaux, qui n'était pas mise en fonction et donc dont il a fallu donner l'autorisation de fonctionnement quand j'étais sous-préfète. Et il y avait énormément de polémiques autour de cette centrale nucléaire, notamment ses impacts sur l'environnement, la possibilité qu'il y ait des amibes qui sont des agents très pathogènes dans l'eau. Donc j'ai eu à connaître de cette polémique. Et puis ensuite, quand j'étais sous-préfète, c'est au moment où il y a eu la tempête de 99, la première. Alors, elle n'était pas directement liée au dérèglement climatique tel qu'on les connaît, mais on a mesuré déjà à ce moment la puissance de la nature. Et donc, alors je reprends la question de Maëlle. Donc, finalement, la politique, c'est venu petit à petit, à force de travailler en cabinet, de rencontrer des élus, etc. C'est venu comme ça, ou de toute façon, on va y revenir un peu après, mais voilà, sur l'origine de ce parcours politique, c'est né comme ça, en fait. Il est né de hasard, de rencontres, de volonté de porter un sujet. J'avais 2 sujets de cœur au-delà de la question du sport, mais qui est une question plus personnelle, que sont effectivement la question de l'écologie. J'ai beaucoup travaillé sur les questions d'égalité et de parité, qui étaient des sujets. Alors quand on fait de la politique, au départ, c'est comme l'écologie. Au départ, on n'est pas féministe, mais quand on fait de la politique, on le devient, parce qu'on y est confronté tous les jours. Allez, Timothée. Oui, pour revenir sur les propos introductifs de Monsieur Lasserre et sur votre parcours personnel, vous avez 12 titres de championne de France de karaté en kata et un titre de championne d'Europe universitaire. Vous avez aussi été ministre des Sports sous le 3e gouvernement de François Fillon. On peut se demander quelle influence et quel rôle a eu votre parcours de sportif de haut niveau au sein de votre vie politique, mais aussi au sein de votre carrière professionnelle. Alors, au sein de la vie politique, le sport, on ne plaidera jamais suffisamment la nécessité de faire du sport tout au long de sa vie et tout le temps.
C'est vraiment un acte quotidien qui vous permet de garder un équilibre et de l'énergie, mais vraiment. Et il n'y a pas d'excuse professionnelle, c'est-à-dire que l'excuse qui consiste à dire oh là là, mais moi j'ai trop de choses à faire, je peux pas, je suis désolée, ça tient pas. Le président de la République de l'époque, donc Nicolas Sarkozy, pratiquait le sport tous les jours, et on y arrive. Donc c'est un message que je vous adresse à toutes et à tous. Si vous voulez vivre en bonne santé longtemps et avoir de l'énergie, faites du sport tous les jours. Ça, c'est le premier message. Le deuxième, vous rentrez à pied chez vous. Hein. Voilà. Et le deuxième, c'est que la pratique de la compétition, puisque j'ai pratiqué la compétition très très tôt, voilà, ça c'est un goût personnel. J'adore la compétition qui est d'abord un engagement par rapport à soi-même. Et ça apporte énormément en politique, parce que la politique est un milieu compétitif, c'est un milieu de concurrence, où la concurrence, c'est d'abord au sein de votre propre parti, évidemment, plutôt qu'à l'égard des autres partis. Et donc, ça vous amène une capacité de concentration qui est indispensable quand vous travaillez. Parce que quand vous faites de la compétition, vous devez vous concentrer, vous devez réussir à faire abstraction de tout ce qui vous entoure. Ça vous amène une capacité aussi à rester froid par rapport à de l'adversité. Quand vous faites un combat de karaté, si vous ressentez une forme de haine ou de peur à l'égard de votre adversaire, vous perdez, c'est sûr. C'est inévitable. Il faut rester neutre par rapport à son adversaire. Et donc ça vous amène énormément. Ça vous apprend à prendre sur vous, fondamentalement. Donc voilà, pratiquez du sport, du karaté si vous pouvez. C'est toujours extrêmement bénéfique. Le karaté, c'est un avantage, c'est qu'en plus, on peut le pratiquer très longtemps. Vous en faites toujours? J'en ai pratiqué. Alors, je reconnais honteusement qu'en fait, avec le temps, je régresse et que c'est extrêmement frustrant. Oui, d'accord. Donc, il y avait une relance que Timothée, je la fais à sa place. C'était la politique. Est-ce que c'est un sport de combat? Vous avez déjà plus ou moins répondu en disant oui. C'est quand même. Oui, c'est un sport de compétition, mais j'allais dire comme c'est pas propre à la politique. C'est toutes les missions, c'est tous les métiers de responsabilité, quoi qu'on en dise. Donc il faut considérer que cette adversité est normale, qu'elle existe effectivement dans tous les milieux, qu'on ne vous en veut pas à vous personnellement. Il y a juste effectivement la volonté de plusieurs personnes d'occuper la même place que vous et que ça arrive dans tous les milieux. Donc peut-être qu'en politique, parfois, il y a moins de règles qu'ailleurs. Quoique, il y a quand même des coups bas. Oui. Dans le sport, si vous trichez, il y a un arbitre. Il y a un arbitre qui peut vous disqualifier. En politique, enfin, vous le savez encore mieux que moi. Il y a des coups bas qui sont. Il n'y a pas beaucoup de limites. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Non. Et ça, ça fait partie des choses qui ont fait que vous abandonniez la vie politique, sans doute sans regret. Ça fait partie des choses que vous avez dit, bon, j'ai donné, j'en ai marre, ça suffit. Il y a deux éléments. Il y a un élément qui est qu'on perçoit les limites de la capacité d'action de la politique aujourd'hui. C'est-à-dire que sur des sujets qui sont des sujets globaux, comme la question environnementale, la capacité d'influence et de faire bouger la société est aussi importante chez les politiques que dans des mouvements associatifs de très grandes entreprises privées, des médias. Cette capacité d'action et de participer finalement à la vie politique, elle n'appartient pas qu'aux politiques. Donc vous pouvez faire bouger les choses de plein d'endroits différents. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que effectivement, c'est un mode de vie qui, au bout d'un moment, vous rend trop dur, trop hermétique, trop pessimiste. Voilà, on prend tout du mauvais côté. Et donc, il faut reprendre de l'oxygène. Il faut savoir reprendre de l'oxygène, reprendre du recul pour pouvoir effectivement contribuer positivement aux choses et pas être tout le temps dans cette logique d'adversité. Je rends la parole à Maëlle. Oui. Juste une question pour en finir quand même sur les sports, parce que vous avez un parcours à la fois comme compétitrice et puis comme ministre pendant un an. J'imagine que ça vous intéresse toujours. Vous suivez toujours la compétition, l'actualité sportive. Les résultats de Tokyo, on a dit que c'était pas formidable. Il y a eu la déclaration de Jean-Michel Blanquer pour dire que quand même les résultats étaient dus aussi à l'éducation physique qui était pratiquée en milieu scolaire. Ça a beaucoup fait réagir.
Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet, vous, en tant qu'ex-ministre des Sports? Les résultats, alors c'est assez grotesque parce que on mesure nos résultats aux Jeux Olympiques en fonction du nombre de médailles. Il faut quand même savoir que ça, c'était une initiative d'Hitler, de classer les nations en fonction de leur nombre de médailles. Donc je trouve que déjà l'origine de ce classement est très critiquable. Mais au-delà de ça, on sait très bien, évidemment, qu'il y a des moments dans les différentes pratiques sportives plus ou moins positifs. C'était pas génial en natation, ok, mais il y a eu des très bonnes années, donc ça va et ça vient. On a eu de très belles médailles en karaté d'ailleurs. Il faut pas être aussi... simple mesure des médailles, elle est extrêmement critiquable. D'autre part, la pratique à l'école, elle se fait beaucoup, elle fonctionne très très bien, mais quand vous êtes sportif de haut niveau, c'est d'autres éléments qui jouent. C'est l'encadrement de haut niveau, c'est tout l'accompagnement qui va être le soutien, l'accompagnement quotidien, les kinés, c'est tout ça. Donc réduire des médailles comme si c'était des élèves sortis d'école qui allaient aux Jeux Olympiques. Bon, je m'arrête là. Allez, Maëlle. Oui. La COP26 a lieu actuellement à Glasgow et à cette occasion, des milliers de jeunes manifestaient dans les rues pour exiger des actions importantes et réelles de la part des gouvernements. Vous avez parlé de la tempête de 1999, c'est mon année de naissance. Et donc, les jeunes, donc nous, on est les premiers concernés par les projets qui s'établissent aujourd'hui sur les territoires, car ces projets verront le jour demain quand nous serons adultes. Pourtant, ils et elles sont absentes des débats publics. Et finalement, quelle est notre place dans les débats sur la transition écologique et énergétique et finalement les débats démocratiques? Alors, on peut distinguer la COP des autres débats. Dans les COP, il y a toujours normalement effectivement des événements où on essaye d'associer des jeunes. Les COP, elles ont donc les différentes conférences sur le climat, qui sont quand même maintenant assez anciennes. Elles se fixent beaucoup d'objectifs, mais les plans d'action ne sont jamais là. C'est vrai à l'échelle des COP, c'est vrai à l'échelle des nations. En France, on a passé beaucoup de temps à débattre des objectifs dans le cadre des différentes lois. Aujourd'hui, personne ne sait exactement où on en est d'ailleurs par rapport à ces différents objectifs, parce qu'il n'y a pas d'organisme indépendant qui est capable de vous le dire. Mais surtout, on n'a pas de plan d'action concret. Et on sait très bien que si on fait l'addition, par exemple, de toutes les ambitions des différentes régions en France en termes de développement des énergies renouvelables, on n'est pas du tout aux objectifs qui ont été fixés par la loi. Donc ça, c'est un premier point. S'il fallait qu'on s'engage et qu'on se batte les uns et les autres, maintenant, c'est vraiment au-delà des objectifs sur des plans d'action concrets et des mesures concrètes dans les différentes COP. Deuxièmement, sur la place des jeunes. Dans les débats publics en France, on va chercher les jeunes. C'est-à-dire vraiment, nous, Commission nationale du débat public, quand on est en charge de différents débats publics, on fait tout pour aller les chercher, pour leur donner une place et pour rompre un peu cette idée qui est très forte en France, selon laquelle il faut avoir nécessairement un certain niveau de responsabilité, un certain niveau d'éducation, une certaine connaissance des différents sujets pour être légitime à parler. Ce qui est une position fondamentalement antidémocratique. Dans une démocratie, je reprends un slogan, c'est venez comme vous êtes. C'est-à-dire que dans une démocratie, tout le monde a la légitimité de pouvoir s'exprimer, de participer, de voter. Et donc ça, c'est un premier point. Donc c'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit se sentir illégitime à participer ou justement devoir participer dans d'autres enceintes. Les modalités de participation des jeunes qui sont aujourd'hui assez en dehors des institutions, c'est pas nouveau, ça, et c'est normal. Et donc, c'est aussi reconnaître des modes de participation qui sont en dehors des institutions. C'est pas parce que c'est en dehors des institutions que c'est pas légitime et qu'on ne doit pas les entendre. Donc, je trouve que ces différentes marches qui expriment quelque chose, il faut les considérer comme pleinement démocratiques. C'est une expression d'une forme de démocratie qui est tout à fait légitime, vraiment. Donc voilà, nous on va vous chercher, mais si vous voulez pas venir vous exprimer chez nous et que vous voulez vous exprimer ailleurs, bah, c'est bien aussi. Mais du coup, est-ce que vous avez quand même le sentiment, alors vous me direz que c'est une partie bien précise de la population, mais qu'il y a eu
j'allais dire, une disqualification des jeunes quand il y a eu le phénomène Greta Thunberg qui est apparu. Beaucoup de réactions. Alors, encore une fois, je dis, ça venait d'une partie bien précise sur le plan politique, mais c'était pour dire c'est une adolescente, qu'elle retourne à ses études. Voilà, on disqualifiait les jeunes en disant c'est pas de votre âge, quoi. En gros, c'était ça. Ce discrédit de la parole, il est inscrit dans l'histoire de la démocratie. Quand les femmes ont demandé le droit de vote, on a dit oh là là, mais vous n'y pensez pas, elles vont voter comme le curé. Enfin, c'était ça à l'époque, ce qu'on disait. Hein. Donc ça, on avait peur de la parole des femmes et on l'a disqualifiée comme ça. Là, effectivement, les jeunes, on va disqualifier cette parole en disant oh non, mais vous vous rendez compte, c'est des uluberlus, ils manifestent dans la rue, ils ne sont pas responsables. C'est une autre manière de disqualifier cette parole. Parce que fondamentalement, il y a toujours cette idée qu'il y aurait les experts légitimes à pouvoir participer et à pouvoir décider et pas les autres. Donc on l'entend. C'est pas pour autant que c'est une parole légitime. Mais c'est assez classique dans l'histoire de la démocratie de vouloir délégitimer la parole des autres. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut faire justement pour légitimer malgré tout cette parole des Nous, par jeunes. exemple, d'abord, elle a le droit. Hein, elle est légitime de droit. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand vous faites du débat public et que vous organisez des débats sur des sujets qui vont de la future politique énergétique ou la politique agricole en France, c'est des débats qu'on a fait, on peut organiser différents types d'événements. On peut, par exemple, avec Sciences Po ou avec d'autres universités, organiser ce qu'on appelle des cahiers d'acteurs. C'est-à-dire que les étudiants travaillent, élaborent un document qui est une contribution au débat, qui est leur position, et qui aura exactement la même valeur qu'un cahier d'acteurs qui pourrait être celui d'un syndicat ou celui d'une association et qui va être versé au débat avec une obligation pour les pouvoirs publics de répondre aux recommandations de ce cahier d'acteurs qui est exactement la même que si c'était un autre acteur. Pour autant, est-ce qu'il faut considérer, ça c'est quelque chose que à la limite je vous renvoie, hein, est-ce qu'il faut considérer qu'on doit avoir d'un côté la parole des jeunes, de l'autre côté la parole des femmes, de l'autre côté la parole des plus anciens, de l'autre côté la parole des sachants et des pas sachants? Non, le but d'un débat public fondamentalement c'est quand même d'avoir tout le monde autour de la table, que chacun se regarde droit dans les yeux, que chacun frotte ses arguments aux arguments des autres, puisse évoluer dans ses propres arguments. Donc on doit aller chercher les jeunes. On doit peut-être effectivement rétablir cette symétrie, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système très asymétrique où ils ont moins de place dans le débat public. Mais on doit quand même veiller fondamentalement à faire société et donc à faire en sorte que tous ces publics soient tous autour de la table et pas dans une logique de distinction et de séparation. Très bien, on va mettre fin à cette première partie. Donc Timothée et Maëlle vont céder leur place à Élodie et Chloé. Elles reviendront tout à l'heure. Et donc on va aborder la deuxième partie, un peu justement plus spécialement consacrée à votre fonction de présidente de la CNDP. Absolument, c'est ça. Alors Chloé et Élodie. Et c'est Élodie qui commence, après avoir enlevé son masque et gardé son manteau. Il fait froid. Du coup, Il faut bien le mettre sous le manteau. oui. Dans votre tribune publiée dans Le Monde en septembre 2021, vous déplorez les nombreux reculs accusés par la CNDP. Pourriez-vous ainsi revenir sur ces reculs qui ont représenté des obstacles à la bonne marche du débat public, et pouvez-vous donner un exemple de projet qui n'a pas pu bénéficier d'un débat public en bonne et due forme à cause de ces reculs? Est-ce que je peux peut-être commencer par présenter la commission nationale pour que ce soit plus clair c'est plus simple. pour Commençons tout le monde. par là. Allez-y. Voilà. Alors, je vais essayer de faire vite parce que c'est tellement passionnant que je pourrais y passer des heures. La Commission nationale du débat public, c'est une vieille institution puisqu'elle a 25 ans. Et elle a été créée à la suite en fait, de plusieurs conflits qui ont lieu autour de grands projets, en particulier le projet TGV Méditerranée.
À l'occasion de ce projet, les habitants l'ont découvert dans la presse et ça les a beaucoup fâchés. Ils se sont dit c'est quand même pas normal qu'on n'en ait jamais entendu parler jusque-là, qu'on n'ait jamais été associé à la décision sur la construction de ce TGV. Donc ils se sont auto-organisés eux-mêmes. Ils sont allés demander des comptes à l'État, au pouvoir public. Ils sont allés demander des informations. Ils se sont fait leur propre idée. Ils ont eux-mêmes organisé des débats publics où chacun avait exactement le même temps de parole. Parce qu'ils se sont dit c'est pas normal que vous, les décideurs, l'État, vous ayez un temps de parole toujours plus important que les autres. Donc, on va organiser des débats où tout le monde a exactement le même temps de parole. Et en fait, cet épisode, qui est vraiment un épisode d'auto-organisation du public, ça a quand même fondamentalement inspiré la création de la Commission nationale du débat public, qui a été créée pour organiser des débats publics sur les grands projets. Alors, au départ, c'était uniquement quand le ministre le décidait et complètement sous l'autorité du ministre. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu déjà une obligation, c'est-à-dire que tous les responsables de projets, que ce soit l'État, mais aussi des entreprises privées ou des collectivités qui envisagent de faire un projet qui aura un impact sur l'environnement, ils ont cette obligation de nous saisir. Et puis nous, ensuite, on va décider si on fait un débat public, c'est-à-dire vraiment là, on organise tout nous-mêmes, ou si on fait une concertation avec des garants qui vont veiller à ce que l'information transmise soit bien pluraliste, contradictoire, qu'il y ait bien tous les éléments sur la table, et que toutes les personnes puissent s'exprimer. Et à l'issue de ce débat ou de cette concertation, on va faire un bilan de tout ce que les personnes auront dit. Ça va faire vraiment le tour des arguments. Et alors le responsable du projet, qui est vraiment au tout début de son projet, il va pouvoir ensuite décider s'il fait ou pas son projet, s'il poursuit la construction, l'élaboration de son projet. Donc vraiment, on va nous mettre en débat l'opportunité de faire un projet ou de ne pas le faire. Donc ça fait 25 ans qu'on fait ça, qu'on le fait en toute indépendance, qu'on le fait en toute neutralité. On a fait sans débat public, sans concertation, donc on a commencé à avoir un beau retour d'expérience. Et effectivement, on est sur un droit qui a toujours été un droit en progression depuis 25 ans. Ça a toujours été, normalement, tous les gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur, ont plutôt étendu ce droit de la participation parce que c'est une attente des citoyens. Je veux dire, si à côté de chez vous, on vous annonce la construction d'un EPR, par exemple, évidemment, vous serez très content d'être informé et de pouvoir vous exprimer. Donc c'est un droit qui a toujours été en extension, sauf que récemment, le 31 juillet, quand même, il faut le faire, un décret, donc un acte du gouvernement, a été publié en plein été. Il n'y a plus personne, il n'y a plus d'association, plus de journalistes, évidemment. Si, quand même. Non, mais vous êtes en vacances. Mais c'est légitime. Mais jamais voilà. Tous ensemble. Jamais tous ensemble. En tout cas, là, il n'y en avait pas beaucoup. Et ce décret a prévu qu'il fallait être vraiment de très, très, très gros projets pour qu'on ait l'obligation de saisir la CNDP. C'est-à-dire qu'auparavant, il fallait que les projets ils soient d'un montant financier supérieur à 150 millions d'euros. Maintenant, c'est 300 millions d'euros. Donc, on a simplement doublé les seuils de saisine de la CNDP. Ça veut dire que des projets, par exemple, le projet de construction d'une mine d'or en Guyane qui avait beaucoup défrayé la chronique, qui était un très gros projet, ça veut dire que ce projet-là, il n'y aurait plus d'obligation de saisine de la CNDP, là, aujourd'hui. Donc, c'est quand même un recul énorme du champ de la participation qu'aucun gouvernement n'avait osé faire jusqu'à présent. Et donc, il ne faut pas mettre dans tous ces discours le mot participation du public et dire qu'on adore la participation du public et en parallèle, en plein été, faire passer ce type de disposition. Donc c'est tout ce qu'on a dit, c'est déjà pas mal, mais c'est tout ce qu'on a dit. Nous, on est une institution indépendante on est là pour promouvoir la culture de la participation, donc défendre la participation. C'était légitime qu'on s'exprime sur ce sujet. Et donc, résultat résultat, évidemment rien. C'est-à-dire le projet a été abandonné Alors, s'agissant de doubler le Ah non, le projet seuil. est publié, il est en vigueur et voilà. Donc, j'allais dire, votre tribune a été un coup d'épée dans l'eau, mais quand vous Comme l'avez souvent publié, quand on fait des tribunes. Absolument, c'est vrai. On va pas se mentir. Mais quand vous l'avez rédigé, quand vous l'avez publié, vous saviez que de toute façon, c'était trop tard, que la décision politique était prise et que... oui, une fois que le texte est publié, qu'il est signé, en général, on ne revient jamais sur ce texte. Mais il me semblait important que le public et tout le monde, d'ailleurs, de la participation, soit informé de cet élément. Alors, ta relance. Alors, je vais faire une relance.
Les détracteurs de la participation assument souvent qu'il s'agit d'un processus long et un peu inutile. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à ces personnes et quels sont, selon vous, les bénéfices et les contraintes d'un débat public ? C'est un processus long et inutile si on ne croit pas à la démocratie. Voilà. Si on pense que la parole du public, ça n'a aucun intérêt et que tout ce que vous pouvez penser vous-même dans cette salle n'a aucun intérêt, alors oui, ça peut paraître long et inutile. Donc c'est mon premier argument. Je pense que c'est quand même un droit qui est d'abord un droit démocratique. C'est pas une procédure, c'est pas une case à cocher, voilà. Quand on fait un projet, c'est vraiment une obligation démocratique. C'est né d'une initiative de citoyens, d'une initiative démocratique, quoi. Donc il faut pas oublier ça et c'est un droit. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, oui, ça prend un certain temps. Parce qu'il faut que le public lui-même ait le temps de se faire sa propre opinion. Il faut qu'il ait à disposition différentes informations autour du projet, que ces informations soient pluralistes, contradictoires, qu'il n'y ait pas que l'information du responsable de projet, qu'il y ait aussi les informations d'experts, de scientifiques, d'associations, de syndicats, et qui lui permettent de se faire sa propre opinion, et ça prend du temps. Et ensuite, il faut qu'il ait le temps de débattre, de rencontrer des personnes qui ont un avis différent du sien, d'échanger avec lui. Donc une bonne procédure de participation, ça ne peut pas être une procédure bâclée pendant laquelle vous allez juste demander aux personnes vous êtes pour ou vous êtes contre. Ça, ce n'est pas une procédure de participation. Ça n'a rien à voir. C'est un simple exercice de consultation. Ensuite, sur l'utilité de la participation. La participation, le débat public, comme il intervient très très tôt dans la construction d'un projet, il intervient vraiment à un moment où on peut débattre de l'opportunité, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. On peut encore débattre de toutes ces alternatives. Est-ce qu'on fait un parc éolien ou une centrale photovoltaïque ou autre chose? On peut débattre encore de ces options. Est-ce que cette ligne ferroviaire, elle doit s'arrêter dans telle ville ou prendre tel ou tel tracé? Donc, il intervient très très tôt. À ce titre, c'est vraiment une manière de poser des problèmes. C'est une manière, en fait, de trouver les conditions de faisabilité d'un projet. Le projet est faisable sous telles conditions. Il n'est pas faisable sauf si vous respectez telle et telle condition. Donc, on ne parle pas d'acceptabilité, mais bien de faisabilité. Et à cet égard, quand on regarde juste sur les très, très gros projets, donc les 100 gros débats publics, on constate que, grosso modo, 58% des projets ont profondément été modifiés après le débat public. À l'issue du débat public, on a changé le tracé, on a complètement changé le projet. Très peu sont abandonnés. Donc, le débat public ne tue pas fondamentalement les projets, mais il amène à une profonde évolution des différents projets. Et ce qui est sûr, c'est que les points d'alerte qu'on identifie dans un débat, s'ils ne sont pas traités, il n'y a aucune chance que le projet voie le jour. Typiquement, Europa City, alors c'est un projet en Île-de-France, un projet parisien de grand centre. On va dire que c'est un centre commercial, même si ce n'était pas présenté comme ça, dans le nord de l'Île-de-France. Vers Gonesse. Voilà, vers Gonesse. On avait identifié 2 points d'alerte. Un, justement, les fortes critiques compte tenu de son caractère très peu environnemental, et puis surtout, son inadaptation au territoire et aux besoins du territoire. Ces 2 questions-là n'ont pas été traitées. Le projet a été abandonné, a dû être abandonné quelques années plus tard. Donc ça marche, et parce que les points d'alerte que l'on identifie très tôt dans un débat, ils restent. Et vous pensez, je rebondis juste sur Gonesse, parce que c'est un cas intéressant, où on retrouve encore une fois le fameux chantage en disant ça va créer des emplois, et de l'autre côté on dit ça détruit la biodiversité et l'environnement. C'est toujours le débat qu'on retrouve souvent dans ces grands projets. Vous parliez de la Guyane. Vous pensez que c'est vraiment l'opposition, la forte opposition qui s'est manifestée, qui rendait finalement le projet à terme totalement impossible, et que le gouvernement, en disant stop Europa City, finalement il a pris conscience de ça, ou ça aurait pu continuer malgré l'opposition? Enfin, il y a eu aussi Notre-Dame-des-Landes, où le projet d'aéroport a été arrêté à cause de l'opposition. C'est pour vous, c'est ça qui fait qu'un exécutif, un pouvoir public
à un moment, il comprend qu'il ne peut pas aller plus loin, quoi. Il ne peut pas passer en force. C'est pas simplement un problème d'opposition, c'est un problème d'inadéquation démocratique. C'est l'opportunité du projet qui est questionnée. Donc c'est plus qu'un problème d'opposition, c'est que le projet finalement a été inadapté ou inadéquat par rapport à un contexte territorial et par rapport à différents besoins qui se sont exprimés. Dans nos statistiques, alors elles mériteraient d'être sans doute mises à jour, mais on regarde la vie des projets sur la durée. Donc sur 25 ans, comme je vous disais, sans débat public, on regarde où en sont aujourd'hui ces différents projets. Je compte sur les doigts de mes deux mains le nombre de projets qui sont aujourd'hui effectivement réalisés, effectivement finalisés. Il doit y avoir une vingtaine de projets qui ont été abandonnés ensuite dans la durée parce que problème de financement, changement de majorité politique. Tout le reste est dans un dédale de non-décision. Dans un dédale de non-décision qui vont être masqués par il faut faire des études supplémentaires, il y a des arbitrages encore à faire. Donc tout le reste de ces projets, effectivement, ce qui prend du temps, et du coup ça me permet de rebondir sur votre question, ce qui prend du temps, c'est pas le débat public, parce que la démocratie, ça prend jamais trop de temps. C'est la décision. Et c'est le moment où le décideur, parce que dans le débat public, nous, on ne décide pas à la place du décideur, il reste le décideur. C'est le moment où le décideur va effectivement arbitrer. Donc s'il y avait une question à poser aujourd'hui, elle serait vraiment ici. Je donne la parole à Chloé tout de suite. Juste une autre question par rapport à ça, par rapport à vous, votre place à la présidence de la CNDP. Est-ce que le fait que vous ayez fait de la politique, que vous ayez participé à un gouvernement, est-ce que vous sentez peut-être plus les choses sur certains débats, peut-être Europa City, et que vous vous permettez, ou peut-être n'avez-vous pas le droit, peut-être justement d'alerter les promoteurs d'un projet en leur disant, vous savez, j'aime autant vous dire que ça ne va pas passer votre truc. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Quand c'est un avantage parce qu'effectivement on connaît, c'est terrible, mais on commence à bien connaître les différents acteurs, on voit effectivement on voit les pièges, on voit la difficulté des différents projets. Et c'est un inconvénient parce que la Commission nationale, c'est une instance neutre. C'est vraiment important et c'est pour ça que les personnes viennent participer dans nos débats. C'est qu'ils savent que dans l'histoire de la Commission, jamais la Commission n'a assuré la promotion d'un projet ni n'a dénigré un projet. Elle est toujours restée neutre par rapport au projet, par rapport aux arguments qui ont été portés. Elle a toujours respecté tous les arguments avec exactement la même légitimité de tous les arguments. Donc c'est aussi un inconvénient parce que personne n'est dupe du fait que moi j'ai toujours, historiquement dans ma carrière politique, assuré la promotion des projets qui contribuaient à la transition écologique. Donc ça suppose un certain recul par rapport à ces différents débats. Donc quand il y a un débat public, comme actuellement en Nouvelle-Aquitaine, le président ou la présidente du débat est le seul qui va rédiger le compte-rendu de ce débat. Donc là, c'est Francis qui est là-bas, Francis Bossière, qui va rédiger, oui, tu lèves timidement le doigt, ça ne te ressemble pas, qui va rédiger le compte-rendu du débat sur le projet de parc éolien en Nouvelle-Aquitaine. Et moi, ensuite, je vais faire un bilan de la manière dont ça s'est passé, mais je ne vais pas émettre d'avis sur ce projet. Pour autant, quand je vois un maître d'ouvrage, il y a un maître d'ouvrage une fois qui est venu à la Commission nationale et qui nous a dit, écoutez, j'ai un super projet, c'est vraiment un projet, donc c'était un projet de parc solaire au sol, donc c'est pas Oriseo, c'en est un autre. C'est un projet de parc solaire, donc de panneaux solaires au sol. C'est dans un endroit où de toute façon c'est dans le Larzac, il n'y a que des cailloux, il n'y a rien. Donc on va faire de la pédagogie, on va mesurer l'acceptabilité du projet et tout va bien se passer. Alors déjà, quand on me dit c'est dans le Larzac, il n'y a rien, il n'y a que des cailloux, je me dis oups, c'est que manifestement, il n'a pas bien étudié le terrain. Donc ça n'a pas loupé. Ni l'histoire. Ni l'histoire. Donc ils sont tous sortis avec les fourches, il n'y a plus de projet. Bon, mais voilà. Allez, Chloé. Donc, bonjour. Donc je ne vais pas revenir sur le décret de juillet dernier qui est passé quand même assez inaperçu et qui constitue en fait une régression de la participation citoyenne. Vous l'avez plutôt exprimé.
En revanche, au-delà de ce décret, le statut même de la CNDP rend ses conclusions plutôt négligeables finalement pour les porteurs de projets, puisqu'ils ne sont pas forcés de prendre en compte les opinions du public et les recommandations de la CNDP. Donc est-ce qu'il ne serait pas plus démocratique finalement de mettre en place un vote citoyen à l'issue du débat qui serait contraignant pour ces porteurs de projets ? Vous avez raison de poser la question qui est la question centrale quand on parle de participation du public, c'est quel est l'objectif de la participation du public ? Quel est l'objectif quant à la décision ? Parce que derrière le mot participation du public, si je vous pose la question à tous dans la salle, vous allez me dire des choses extrêmement différentes. Certains vont dire débat public, d'autres consultations, d'autres concertations. On ne met pas du tout la même chose derrière ce mot qui est un peu mot fourre-tout. Il y a différentes échelles. Il y a l'échelle de la simple consultation, votre projet il est fini, vous voulez vous mesurer les pour et les contre, et puis après vous décidez en fonction de ça. Il y a l'échelle de la co-construction, où ce qui est un petit peu ce qu'on essaye de faire finalement, où dès le départ on va essayer de voir où sont les difficultés d'un projet, et puis d'amener le responsable de projet à plus travailler avec le public local, avec les différentes parties prenantes locales, mais surtout avec le grand public localement. Et puis après il y a l'échelle de la codécision, où là on a encore une échelle supérieure, où la participation du public va imposer sa décision. C'est un petit peu plus, par exemple, ce qui avait été au départ promis dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, quand le président a dit « je vais transmettre sans filtre vos propositions, vous allez nous faire des propositions de décision, et je vais transmettre sans filtre vos propositions de décision ». Donc nous, on est dans la deuxième échelle, qui a ses avantages et ses inconvénients. Dans cette deuxième échelle, à l'issue d'un débat public, par exemple, on va faire un certain nombre de recommandations et on va avoir un certain nombre d'exigences. Des exigences qui vont porter sur des études qui n'auront pas été faites, des recommandations qui vont porter sur une manière d'associer le public à la suite de la construction du projet. On va exiger, le maître d'ouvrage, le responsable du projet, va obligatoirement répondre à nos recommandations et à nos exigences. Il peut dire qu'il n'en retient aucune. Il est libre de le faire. Il peut dire bah non, niet. Il faut simplement qu'il explique au public pourquoi il ne le fait pas. Et en général, c'est plutôt une mauvaise entrée en matière pour son projet s'il n'écoute aucune des recommandations qui ont été faites à l'issue du débat public. Mais il reste le décideur, il reste le responsable. Et je dirais qu'en fait, dans nos débats publics, c'est rarissime qu'on ait une demande du public pour aller au-delà, pour que le public décide à la place du décideur. Le public demande surtout à pouvoir co-construire, à être entendu et à comprendre pourquoi telle ou telle observation ne serait pas reprise. Donc c'est vraiment un acte de confiance réciproque. Si on va vers la codécision, on n'est plus dans le même exercice. Déjà, dans la codécision, effectivement, on va forcément se poser la question de la légitimité. Pourquoi ce public serait plus légitime qu'un élu à pouvoir décider? La légitimité, elle est toujours critiquable. La représentativité des élus a souvent été critiquée. Quand il y a eu la conférence citoyenne pour le climat, vous avez très vite vu qu'à l'issue de cette conférence citoyenne, le grand public ne s'est pas nécessairement retrouvé dans les conclusions de la convention citoyenne. Donc ça pose d'autres questions de légitimité. Quand on fait des exercices, on en fait souvent, nous, des exercices de tirage au sort dans le cadre des débats publics, ça va être par exemple pour élaborer des propositions, pour hiérarchiser des propositions. Et là, effectivement, ça peut être intéressant de tirer au sort des citoyens pour avoir une représentativité sociale, peut-être pour surreprésenter d'ailleurs certaines catégories de citoyens dans cette assemblée. Et là, c'est un travail qui va très très bien s'y prêter. Mais donc, se dire que nécessairement, après un débat public, on ira au vote, c'est repenser une autre forme de démocratie. C'est aller plus loin, effectivement, dans la réforme de la démocratie. Nous, le débat public et la CNDP s'inscrit aujourd'hui complètement dans les institutions telles qu'elles sont. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, par contre, si un maître d'ouvrage ne répond pas, ou répond de manière laconique, ou répond de manière insuffisante, il ne puisse pas franchir les futures étapes de la procédure d'élaboration de son projet. Qu'on lui dise non, là, attendez, vous n'avez pas fini de répondre, c'est beaucoup trop vague comme réponse, ça ne permet pas au public d'être éclairé, donc vous ne pouvez pas aller déposer vos demandes d'autorisation environnementale, par exemple. Déjà, ce serait un premier pas dans l'amélioration du dispositif. Après, on peut aller plus loin, mais c'est un débat politique. Alors, une petite relance.
Donc en lien direct avec cette réponse, comment est-ce que vous considérez le rôle de la démocratie participative et à quel point elle devrait être plus présente dans notre société d'après vous? La conférence se finit à 19h, je vous le rappelle. Donc, parce que là, c'est vrai que on a une le question... temps, il est 19. Oui, c'est une question extrêmement large. On peut prendre directement pour base du coup une CNDP qui prendrait répondez vote quand même juste un direct. Je vais répondre par 2 éléments. Le premier, c'est que vous constaterez que la démocratie participative, elle est institutionnalisée, elle est dans le Code de l'environnement, donc elle est bien posée par la loi dans le domaine de l'environnement. Elle est même dans la Constitution, dans l'article 7 de la Charte de l'environnement, elle est clairement posée. C'est le seul domaine. Il n'y a que dans l'environnement. Pourquoi d'ailleurs ? Il n'y a que dans l'environnement qu'on impose cette participation. Alors, parce que dans les origines, il y avait les conflits locaux, il y avait aussi, il y a 2 éléments. Il y a Rio qui a posé, donc c'était 92, qui a posé que les bonnes décisions dans le domaine de l'environnement étaient nécessairement partagées. Et c'est normal parce que la question de l'écologie et de l'environnement, c'est un bien qui n'appartient à personne. Donc il est nécessairement partagé par tous. Si je vous parle de qualité de l'air, si je vous parle de qualité de l'eau, même de gaz à effet de serre, ce sont des éléments qui ne sont appropriables par personne et donc qui sont nécessairement, la décision appartient à toutes et à tous. Puis il y avait un autre élément, c'est un super beau texte, c'est la Convention d'Aarhus, c'est un texte qui a été élaboré au moment de la transition démocratique des pays de l'Est. Et à ce moment-là, le Conseil de l'Europe s'est dit, mais quelles sont les exigences démocratiques minimales qu'un pays doit satisfaire pour qu'on puisse considérer qu'il est effectivement devenu démocratique ? Et dans ces exigences, il y avait la nécessité d'organiser la participation du public justement sur tous les projets environnementaux parce qu'ils sont territorialisés, parce qu'ils appartiennent, ils ont des conséquences qui impactent toutes et tous. Donc ça peut expliquer que dans le domaine de l'environnement, on ait cette exigence démocratique supplémentaire qu'on n'a pas ailleurs, qu'on n'a pas sur les autres projets. Peut-être aussi qu'il y a un autre élément qui est beaucoup plus utilitariste et beaucoup moins positif en réalité, c'est que vous le voyez à chaque fois qu'on parle de projets environnementaux, que ce soit des parcs photovoltaïques, des parcs éoliens ou autres, on vous demande toujours qu'ils soient acceptables et consensuels. Il faut toujours qu'ils soient consensuels, toujours. Voilà. Le consensus semble être l'obligation de tous les projets environnementaux. Vous ne l'entendez jamais pour des projets économiques. Vous ne l'entendez jamais dans d'autres secteurs d'activité. Jamais. Donc il y a aussi peut-être cette volonté que la participation soit un moyen de supprimer le conflit et de systématiquement avoir du consensus. Sauf que dans une démocratie, ça n'existe pas. Il y a toujours forcément du conflit et finalement la démocratie, c'est la reconnaissance de ce conflit et de sa légitimité. Donc voilà, c'est pour ça. Donc j'ai pas répondu complètement à votre question, à vous, mais à vous, oui. Donc je me retourne vers vous. Sur l'avenir de la démocratie participative, évidemment, donc le premier aspect des choses, ce serait de pouvoir élargir le champ de cette démocratie participative et le droit du public en tant que droit à être informé et à pouvoir participer, à peser en fait sur l'élaboration des décisions. Le stade supplémentaire, c'est comme je disais, que ce soit complètement inscrit dans les différentes procédures et que ça ait un impact. C'est que le juge dise, si c'est pas respecté, le projet ne peut pas avancer tout simplement, déjà. Et après, il y a d'autres étapes supplémentaires. Il y a plein de réflexions en cours, effectivement, actuellement, pour que dans les instances de décision, le public, la parole des publics soit prise en considération en tant que telle. Ça bouscule un peu les élus, mais finalement, les élus, ils pratiquent beaucoup la démocratie participative à l'échelle de leur territoire, dans les communes, notamment dans les petites communes, ils le pratiquent beaucoup. Ça bouscule les experts, beaucoup, et ça bouscule beaucoup les corps intermédiaires aussi, donc les syndicats ou les associations qui se disent mais c'est nous finalement qui avons la légitimité de pouvoir être les intermédiaires de cette parole des publics. Donc derrière les résistances à une démocratie participative plus élargie, il y a un peu les élus, il y a beaucoup aussi les corps intermédiaires auxquels on ne pense pas nécessairement quand on pose ce débat. Élodie. Suite à la crise des Gilets jaunes, un grand débat national est organisé et vous êtes nommé pour le piloter. Mais à cause de désaccords avec le gouvernement, le 9 janvier 2019,
vous vous retirez. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur ce grand débat national, la crise des Gilets jaunes et votre décision? C'était un épisode extrêmement intéressant à plusieurs égards. Donc on a été sollicité effectivement d'abord pour la préparation du grand débat national. Donc on a travaillé sur quel serait un grand débat idéal compte tenu des revendications qui se sont exprimées, qui pour l'essentiel étaient des revendications de justice sociale. Pour l'essentiel. Donc on a fait des propositions d'organisation d'un débat dont un des principes forts était que le public soit libre de débattre de tous les sujets, de ne pas restreindre le champ du grand débat national à quelques sujets, et donc de ne pas vouloir trop le formater dans un format beaucoup trop restreint par rapport aux attentes du public. Donc on a fait différentes propositions, et on a dit on peut effectivement ensuite conduire, organiser ce débat et en faire les conclusions, sous réserve que vous respectiez le statut d'autorité indépendante de la CNDP et que donc les conclusions de ce débat fassent l'objet d'un rapport de la Commission nationale du débat public qui n'est pas soumis à relecture et correction des hautes autorités politiques. Voilà. Comme on n'a pas eu d'accord sur ce point, bien au contraire, on a dit, bon, bah, très bien, ça peut être tout à fait un débat national que vous conduisez sous votre propre autorité en tant que débat à caractère politique, mais évidemment, la Commission nationale, elle ne peut pas être sous la tutelle de l'Élysée ou de quelque autre organisation, puisque c'est une autorité indépendante. Et puis d'ailleurs, vous ne pouvez pas nommer des garants pour garantir le travail de la Commission nationale du débat public. Donc, on ne regrette absolument pas notre décision, même si ça a été violent, ça ne vous aura pas échappé, mais c'est nécessaire pour préserver l'institution et la cohérence des institutions. Le grand débat a été un moment important. Enfin, on a vu l'appétence du public à pouvoir s'exprimer. Et les revendications au départ étaient vraiment des revendications de comprenez nos difficultés. On va vous aider à comprendre nos difficultés et on va vous proposer différentes solutions. Il n'y avait pas la violence qui a pu s'exprimer après, en fait, dans ces différents mouvements. C'était un mouvement extrêmement, au départ, très constructif. Les conclusions du grand débat, il s'est passé ce qu'on avait prévu qu'il se passe. À savoir que des conclusions qui sont rédigées par l'autorité chargée de décider elle-même, forcément, il n'y a aucune confiance qui est accordée à ces conclusions. C'est inévitable. Donc, il n'y a pas eu de confiance accordée aux conclusions. D'ailleurs, on n'a jamais eu accès finalement au corpus de ce qui a été dit pendant ce grand débat. Premier élément. Deuxième élément, et là c'est une interprétation beaucoup plus personnelle, je trouve assez choquant que finalement, à l'issue de ce grand débat, la seule décision prise a été de faire cette convention citoyenne pour le climat. Parce qu'en creux, c'est un message qui consiste à dire, vous voyez, toute la population, les Gilets jaunes, ce mouvement, ce conflit, est né d'une opposition à la politique environnementale. Comme si l'environnement, c'était le problème. Encore une fois, on a posé l'environnement, la transition écologique comme le problème. Et donc, la seule décision qui a été prise, il faut résoudre ce problème d'environnement. Mais non, derrière, il y avait plein d'autres questions. Il y avait la question de la justice sociale. Et je le dis d'autant plus facilement qu'on avait fait en 2018 un débat sur la politique. On nous avait demandé donc d'organiser le débat sur la politique énergétique, sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et les conclusions de ce débat, elles ont eu lieu en mai, à la fin du mois de mai. Et je me souviens encore des paroles du président de ce débat public, c'était Jacques Archimbaud qui était là tout à l'heure, et qui a dit « Alerte, il y a un risque de jacquerie imminente parce qu'il y a un sentiment d'injustice sociale face à la transition écologique. » Donc il avait mis les mots sur ce qui s'est passé après. Il l'avait dit. Et vous voyez, ça n'a pas eu, le gouvernement n'a pas écouté, et ça a eu des conséquences qui sont celles de ce fameux mouvement des Gilets jaunes. Mais je trouve très dommageable que les conclusions du grand débat n'aient abouti qu'à pointer du doigt, encore une fois, la question de l'environnement. Et encore une fois, vous diriez que ce qui s'est passé pour, là, en l'occurrence, le grand débat sur les Gilets jaunes, puis plus tard, ce que vous avez dit sur le fait de rehausser le seuil au-delà duquel on peut faire appel à la Commission nationale, ça correspond, vous diriez qu'il y a une cohérence politique, une ligne politique qui fait qu'on veut bien du débat, mais pas trop quand même, quoi.
L'indépendance de la commission, comme d'autres autorités, hein, d'ailleurs, a toujours été problématique pour tous les gouvernements successifs. C'est pas propre à celui-ci. Ça a toujours été quelque chose qui gêne beaucoup les décideurs. Donc c'est pas propre à celui-ci. Pour être honnête, je ne sais pas si c'est, comme vous le sous-entendez, une forme finalement de manipulation du débat ou si c'est une méconnaissance fondamentale de la participation. Parce que quand j'ai candidaté pour la présidence de la Commission nationale du débat public, je l'ai fait avec en fait une idée qui était radicalement fausse de ce que faisait cette Commission nationale. Je peux l'avouer maintenant parce qu'il y a prescription ou presque. J'ai presque terminé mon mandat, donc ça va. Pour moi, effectivement, je pensais le débat public comme un moyen de faire de la pédagogie, de mesurer l'acceptabilité d'un projet. J'avais pas du tout perçu tous les enjeux autour de la stricte égalité, la stricte équivalence des différents arguments qui sont présentés dans un débat, qui est un principe démocratique fondamental, mais qui pose vraiment des difficultés énormes à tout un tas d'acteurs. Voilà, je m'étais trompée, pas sur toute la ligne, mais sur beaucoup de sujets autour de la participation. Et finalement, ce que je vois dans les réactions du gouvernement et d'autres décideurs, il n'y a pas que autour de la question de la participation, c'est peut-être finalement ce que j'aurais pu dire aussi à l'époque. Donc on n'est pas formé à la participation. Voilà, si je vous cite les différents principes de la participation, la manière dont ça fonctionne à la Commission nationale du débat public, je suis à peu près sûre que finalement c'est des éléments que vous ne connaissez pas nécessairement. Et donc, je ne veux pas faire un procès qui serait trop rapide. D'accord. Allez, Chloé, la dernière question de cette deuxième partie. Donc du coup, à la suite des conclusions qui, comme vous venez de le dire, ont été assez mitigées pour le grand débat national, la Convention citoyenne pour le climat a été créée du coup en octobre 2019. Et en fait, seulement 10% des 149 propositions qui avaient été émises ont été réellement intégrées dans la loi climat et résilience d'août 2021, ce qui a naturellement été décrié compte tenu du travail, des réflexions et du temps passé donc pendant un an sur tout ça. D'où ma question, est-ce que vous ne pensez pas que cet exemple est révélateur d'un échec plus global d'intégration des citoyens et des citoyennes dans les processus de construction des politiques publiques? Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, sur les grands projets, nous on voit que ça fonctionne plutôt bien dès lors qu'on a une confiance réciproque entre le public et les responsables de projets. La Convention citoyenne, ça a été une expérimentation aussi pour le gouvernement. Quand le président de la République a dit qu'il transmettrait sans filtre les propositions, je me suis dit waouh, je suis pas sûre qu'il mesure pleinement ce qu'il vient de dire. Bon, et ça n'a pas loupé. Il n'avait pas pleinement mesuré parce que derrière ces différentes propositions, il y avait pas mal de choses qui allaient très très loin. Donc, quelles auraient été les solutions alternatives? Solution alternative, c'était finalement de soumettre leurs propositions directement à référendum, sans passer par la case Parlement. Ce qui était un changement très important à l'égard de notre Constitution. C'est possible, mais je ne suis pas sûre que le résultat aurait été très bon non plus. Parce que, en fait, on voit beaucoup d'ailleurs dans ces processus de convention citoyenne où les citoyens vont être formés, ils vont travailler entre eux assez longtemps. Ils vont donc beaucoup rationaliser leur mode de fonctionnement, surtout beaucoup perdre en émotion et beaucoup perdre en ce que vous pourriez qualifier de subjectivité, mais qui ne l'est pas nécessairement. Donc les conclusions auxquelles ils ont abouti à l'issue de ce travail ne sont absolument pas les mêmes que les conclusions auxquelles ils auraient abouti au départ de leur travail sans avoir eu tout ce processus de formation et de collectif. Et résultat, beaucoup de citoyens ne se sont pas retrouvés dans les conclusions de la Convention et n'ont pas nécessairement approuvé les conclusions de la Convention. Donc je ne suis pas sûre non plus qu'à l'issue d'un référendum, on ait eu un vote favorable sur l'ensemble des dispositions. En plus, il aurait fallu les voter peut-être d'ailleurs une par une, mais pas collectivement, mais les modalités auraient été donc assez compliquées. Donc non, il ne faut pas tout jeter, surtout pas. Il faut au contraire rester extrêmement positif. Ça a été un moment extrêmement positif. Mais par exemple, sur cette convention citoyenne, pourquoi est-ce qu'on n'a pas donc transmis l'ensemble
aux parlementaires, sans filtre de l'administration. Et ce seraient les citoyens de la Convention citoyenne eux-mêmes qui seraient allés défendre leur texte à l'Assemblée ou au Sénat. Alors pourquoi est-ce que c'est un membre du gouvernement qui a défendu ce texte et pas les citoyens eux-mêmes qui auraient pu remplacer le ministre au banc des ministres pendant la discussion? Voilà. Tout simplement. Par exemple, c'est des possibilités, ouais, on peut faire évoluer les choses, mais il ne faut jamais être... au contraire, c'est une super expérience, on peut l'améliorer. C'est pas parce que ça n'a pas abouti exactement à ce qu'on souhaitait que c'est une mauvaise expérience et on doit pouvoir l'améliorer encore. Très bien. Merci. Chloé, Élodie et Timothée et Maëlle reviennent en deuxième semaine pour la troisième et dernière partie de notre rencontre qui va porter sur 2022, année charnière pour le débat public. Tout un programme. Et c'est à Timothée. Oui, donc vu qu'on a assez peu de temps, je vais choisir une question et je vais revenir sur l'actualité toute récente. Vas-y. Donc je vais revenir sur l'allocution du président de la République hier où il a indiqué vouloir relancer le programme électronucléaire français, donc construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Vous aviez indiqué dans une interview pour le Média Reporter en 2018, je vous cite, « Ce n'est pas aux décideurs d'éclairer le public, c'est au public d'éclairer le décideur ». Dans ce cas précis, est-ce que les citoyens ne vont-ils pas s'exclure du débat, en sachant que les orientations stratégiques énergétiques nationales sont déjà définies, voire imposées selon le point de vue par le gouvernement? Merci d'avoir rappelé cette citation, parce que j'aurais peut-être pu commencer par là quand on parle de participation du public. Il faut inverser la logique des choses. Quand on fait du débat public et de la participation du public, il faut vraiment que le décideur se mette dans une position d'écoute et qu'il comprenne que ce n'est pas à lui de faire de la pédagogie, mais c'est le public qui fait de la pédagogie. Parce que le public a beaucoup de choses, les publics ont beaucoup de choses à dire. Ils ont, au-delà de la propre expertise qu'ils peuvent avoir sur différents sujets, ils ont une expertise du quotidien même, qui est extrêmement importante. Ils ont le ressenti. Et quand on est dans une démocratie, c'est d'abord le peuple qui décide. Donc il faut rester fidèle à ce principe. Donc merci d'avoir rappelé ça, parce que j'aurais dû commencer par là. S'agissant du programme nucléaire, alors légalement, s'il y a des projets de construction de nouveaux EPR, obligatoirement, ils passeront par la case Commission nationale du débat public. Donc il y aura obligatoirement une concertation ou un débat public sur chaque EPR. Maintenant, le vrai sujet, ce n'est pas celui-là. Le vrai sujet, c'est d'avoir un débat public, un débat de la nation dans son ensemble sur l'opportunité de relancer la politique nucléaire ou pas, et ensuite sous quelle forme. Est-ce qu'on fait des EPR ou est-ce qu'on fait autre chose dans le domaine nucléaire? Ce débat n'a pas eu lieu. Quand on a fait le débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, cette question n'était pas posée sur la table. Tout le monde a dit à l'époque, oui, c'est vrai, quand il y a eu le grand plan Messmer, à l'époque, comme ça n'existait pas le débat public, on ne l'a pas fait. Mais maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir. Évidemment, tout ça va changer. C'est un débat indispensable pour la cohésion de la nation, parce que les enjeux du nucléaire sont énormes. Là, je vois, sur les parcs éoliens, on parle des enjeux du recyclage des pales d'éoliennes. Mais quand on parle des enjeux du nucléaire, on parle d'enjeux en termes de sûreté qui dépassent très largement les frontières d'un territoire. On parle d'enjeux en termes de gestion des déchets radioactifs. On a fait le débat sur la gestion des déchets radioactifs qui nous engage pour des millions d'années. On ne parle pas de quelques années. Ce n'est même pas les générations futures, ce n'est même pas vous. Hein, c'est bien au-delà. Et on parle de plusieurs milliards. On est même incapable d'ailleurs de vraiment correctement chiffrer l'investissement nécessaire. Donc c'est un enjeu qui intéresse la nation fondamentalement. Et voilà, donc voilà ma position. Je pense fondamentalement qu'on ne peut pas se lancer là-dedans sans qu'il y ait un débat national. Je ne doute pas qu'ils le feront, parce que ça me semble politiquement une hérésie de se lancer, de dire tiens, on va lancer les EPR sans poser ce débat-là. Mais vous croyez que tout le monde est à égalité pour parler d'EPR, de la nécessité ou pas d'installer un EPR sur les mini-centrales nucléaires dont parle, mini-réacteurs dont parle le président de la République? Est-ce que tout le monde est à égalité pour en parler? Vous êtes un ingénieur d'EDF? Non, mais justement. Est-ce que vous estimez légitime à pouvoir en parler?
de ce sujet. Oui, généralement, Oui. un ingénieur EDF Et va vous? se sentir légitime. Oui, évidemment. Et vous? Bon, Non, mais légitime, oui, Oui. je peux, mais je veux dire, on n'a pas le même niveau d'information ou Mais le voilà, but- c'est ça que je veux dire. la Après, commission... que quand on je fait un sois débat légitime public, si j'habite à oui. côté, bien sûr que je suis légitime. Mais Quand on fait un débat public, on va justement beaucoup travailler sur ce droit à l'information. C'est-à-dire que vous aurez l'information qui va émaner du gouvernement autour du nucléaire, de ses impacts et autres. On va aussi mettre à disposition toutes les informations qui proviennent d'autres parties prenantes autour du nucléaire. Et vous allez vous faire votre propre opinion. Nous, on ne va pas vous dire la vérité, c'est un tel ou un tel, parce qu'en plus, on s'est tous tellement trompés autour de ces sujets que ce serait bien prétentieux de le dire. Et donc, vous allez vous faire votre propre opinion. Vous allez le juger en fonction de votre territoire. Quelqu'un qui habite à côté d'une centrale nucléaire n'aura pas nécessairement le même avis que quelqu'un qui habite loin d'une centrale nucléaire. Vous allez le juger en fonction de votre passé, de votre histoire, de vos propres convictions. Et tout ça est pleinement légitime et pleinement normal. Donc, certes, il peut y avoir des personnes qui s'estiment plus légitimes que d'autres pour pouvoir en parler, mais on est dans un débat démocratique. alors, ta relance, Timothée. Oui, non, mais je vais rebondir sur vos propos. En fait, comment la CNDP envisage et anticipe l'implication des citoyens dans le développement des projets d'EPR? Parce que vous nous avez indiqué que le débat public lors de la PPE, les citoyens n'étaient pas intégrés à ce débat-là. Mais Si. sur le nucléaire, Ah oui, sur la c'est question que du nucléaire et de la construction de Mais nouveaux ça veut dire, EPR. par exemple, pardon, je poursuis la question avant que vous répondiez. Ça veut dire que c'est la CNDP qui est. Oui, c'est ça, oui. Bah, oui, j'ai tous les droits. Mais j'ai tous les droits. Moi, je suis le président de séance, donc j'ai tous les droits. C'est la CNDP qui, j'allais dire, dans ce débat, pour mettre tout le monde à même niveau d'information, c'est vous qui allez fournir les informations. Comment est-ce qu'elles vont parvenir? Parce que ça aussi, c'est hyper important de savoir d'où vient l'information pour que le débat public ensuite puisse se dérouler sereinement. Je ne vais pas dire objectivement parce que ça n'existe pas, mais que tous les participants soient au même niveau d'information. Vous aviez fini votre question parce que je suis obligée de... Ah, ben, voyez, vous retrouvez vos réflexes. Hein. J'avais pas fini, merci de me laisser finir. C'était, oui, donc pour rebondir sur ma question et sur vos propos, lors des débats de la PPE et du débat public, il n'y avait pas cette question du nucléaire et de la construction de nouveaux EPR. Concrètement, le gouvernement a la volonté de construire de nouveaux EPR. Comment impliquer les citoyens maintenant lorsqu'on décide de construire de nouveaux EPR, alors que lors de la décision et de la prise de décision de la construction, ils n'ont pas été impliqués? Aujourd'hui, en fait, donc on va répondre de... C'est très bien sa question. Hein. Ouais. En fait, c'est fait que sur la programmation pluriannuelle en 2018, la question des EPR n'était pas du tout dedans. Hein. Donc le débat n'a pas été posé, le public n'a pas du tout été associé à cette décision. Aujourd'hui, le président annonce ça, mais légalement, il n'a aucun droit de le faire. Légalement, cette décision ne peut pas être prise avant la fin d'un débat public qui portera sur ce sujet. Il faut attendre la fin du débat public pour qu'il puisse dire « Ok, je décide de faire un ou plusieurs EPR ». Donc ça, c'est le premier point. Tout le problème, c'est qu'effectivement, le fait de l'avoir déclaré là tel quel va créer une énorme défiance dans le public. Le public, si demain on organise un débat public, va nous dire attendez, à quoi ça sert votre affaire, puisque le président a déjà tout décidé. Il a déjà annoncé qu'il lancerait de nouveaux EPR. Donc pour nous, ça va être un défi majeur de pouvoir recréer de la confiance en disant non, mais tout n'est pas décidé, puisque par définition et légalement, ça n'est pas le cas. On a observé par le passé que bien souvent, des choses qui semblaient complètement décidées, je pense par exemple à cette fameuse mine d'or en Guyane, quand on a commencé le débat public sur cette mine d'or, le président de la République avait déjà dit, dans le cadre de sa campagne présidentielle, quand il était candidat, que c'était un bon projet, que évidemment, quand il serait élu, le projet serait décidé et qu'il verrait le jour. Et puis finalement, il est revenu sur sa décision. Donc voilà, le débat va aussi pouvoir porter sur l'opportunité, combien d'EPR, ou si on en fait ou pas. Si ce n'est pas 2 EPR, est-ce que c'est ces fameux mini-réacteurs dont on parle aujourd'hui? Si on fait des mini-réacteurs, est-ce que c'est disséminé un peu partout ou pas? Donc on a des tas de sujets à poser dans le cadre du débat. Mais je pense que ce sera un défi énorme de pouvoir créer de la confiance. Et la confiance, c'est quand même le cœur de la démocratie, pour amener le public à s'exprimer. Et ça risque d'être extrêmement conflictuel.
Vous avez utilisé tout à l'heure le terme de débat serein. Un débat serein n'est pas nécessairement un bon débat. Parce qu'un débat, il peut être serein si on ne met pas toutes les choses sur la table, si on fait en sorte que les plus opposés, on les laisse dehors ou on ne les informe pas de l'existence du débat. Les débats peuvent être conflictuels et ce n'est pas un problème. Un débat conflictuel n'est pas un mauvais débat. La démocratie est intrinsèquement effectivement porteuse de conflits. Simplement, il ne faut pas qu'il soit violent. Notre limite à nous, c'est la violence. C'est dans ce sens-là que je l'entendais. Hein. Évidemment, je ne crois pas au consensus dans la matière. Dans ce que je voulais dire, c'est qu'on voit que maintenant les débats sont souvent de plus en plus violents, il y a de plus en plus d'invectives, donc c'est dans ce sens-là que j'entendais sérénité, quoi. Alors oui et non, parce que quand tu regardes l'histoire de la CNDP, donc il y a eu plusieurs débats. Il y a eu un débat sur les nanotechnologies, c'était 2008, qui a été extrêmement violent. Enfin, on a dû l'interrompre entre-temps parce que il y avait des jets d'acide, des menaces de mort. Enfin bref, on a dû interrompre. Des jets d'acide, carrément. Ah oui. Pour les nanotechnologies. Oui. Ah oui, mais c'était un débat assez radical. Le débat qu'on a pu faire sur Bure, donc le site d'enfouissement des déchets radioactifs, idem. Il a fallu complètement changer les modalités de débat parce que c'était beaucoup trop violent. Et vous voyez, il y a 2 ans, on a organisé tout un débat autour de la gestion des déchets radioactifs. Quand on a commencé le débat, on s'est dit, oh là là, bon, si on va jusqu'au bout, on aura de la chance. Et ça s'est bien passé avec autour de la table les plus opposants, les plus partisans de la filière. Donc la conflictualité, il y a effectivement autour des réseaux sociaux des conflictualités qui s'expriment extrêmement fortes. Nous, on est toujours très prudents par rapport à tout ça. Par exemple, on est une des rares institutions sur le débat numérique qu'on fait de la modération a priori. Alors, tout le monde nous dit non, c'est pas bien de faire de la modération a priori, c'est contraire au principe de liberté d'expression et autres. Sauf que finalement, c'est plutôt sain par rapport à l'expression des positions. Maëlle ? Donc, dans le rapport de la CNDP intitulé « Une ambition nouvelle pour la démocratie environnementale », ils sont spécialisés dans l'écologie, c'est normal quand même. Vous défendez l'idée d'une fusion avec l'autorité environnementale. Quels avantages et conséquences cette fusion pourra avoir sur le futur des débats publics ? Merci. Non, je suis impressionnée par la qualité de la préparation. L'autorité environnementale, donc c'est l'autorité qui va s'exprimer sur la qualité des différentes études qu'un responsable de projet mène sur le plan environnemental pour mesurer les impacts de son projet sur l'environnement. Ces études et l'avis de l'autorité sont d'autant plus importantes que quand on débat de l'opportunité d'un projet, c'est le seul moment où on va pouvoir vraiment débattre de la manière d'éviter ou de réduire ces impacts sur l'environnement. Donc l'autorité environnementale, elle a une expertise extrêmement reconnue et c'est la seule à pouvoir nous dire vraiment ce projet a tel impact, voilà les enjeux de ce projet. Quand on a la chance de pouvoir travailler avec eux, ils nous permettent de bien identifier les différents enjeux d'un projet qu'on n'aurait pas nécessairement vu, que le maître d'ouvrage ne nous aurait pas nécessairement dit. Donc tout l'avantage, en fait, c'est vraiment d'améliorer la qualité de l'information et le droit à l'information du public. C'est-à-dire que nous, on peut leur apporter une manière de rendre cette information plus accessible à tout le monde, parce qu'ils ont leur propre langage, pas toujours très compréhensible, et nous, on veille beaucoup à ce que tout soit accessible à toutes les personnes. On peut leur apporter aussi une mise en débat, finalement, des informations qu'ils dévoilent, et eux, ils nous apportent cette expertise et cette amélioration du droit à l'information, parce que je trouve vraiment que dans le débat public aujourd'hui, les méthodes participatives, c'est pas un sujet. Si les méthodes participatives, il y en a des tonnes. Pour un bon débat, il faut multiplier les différentes méthodes. Il n'y a pas de méthode génialissime. Donc ceux qui vous vendent le tout tirage au sort ou le tout numérique sont des imposteurs. C'est forcément un mélange des différentes méthodes. Mais le vrai sujet que je trouve difficile aujourd'hui, c'est le droit à l'information. C'est la manière dont vraiment on rend accessible et compréhensible cette information. Est-ce que votre projet de fusion, ça n'aurait pas aussi l'avantage de réduire le nombre d'autorités indépendantes ou pas qu'il y a dans ce pays? Parce que alors là, pour le coup, j'imagine que les Français s'y perdent dans toutes ces autorités. Il y a moins d'autorités indépendantes que de ministres. Oui, c'est vrai. Quand même. C'est vrai.
c'est vrai. Mais à un moment, il devait y avoir moins de ministres, mais ça n'a jamais tenu. Mais ça, c'était avant. Oui, c'était avant, c'est ça, exactement. À propos des autorités, vous parlez des ministres, donc des prises de décision à faire. On est ici à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, donc l'actualité régionale des débats publics est très riche. Et on se retrouve en Nouvelle-Aquitaine, donc avec 2 débats publics à Socats et à Oléron, au cœur d'arbitrage entre la transition énergétique et la biodiversité. Comment va se passer cet arbitrage? Comment prioriser? C'est des débats qui sont au cœur de la transition écologique plus généralement. Oui, ces débats, ces projets, ces débats, ils sont passionnants parce qu'ils posent justement toutes les contradictions ou les difficultés des projets écologiques et de leurs impacts et cette tension qu'il peut y avoir entre les objectifs de biodiversité et les objectifs de décarbonation de l'énergie. C'est pas joli comme terme, mais c'est comme ça. On est très bon et le sujet climat et décarbonation de l'énergie finalement est un sujet assez facile. On le maîtrise bien, on en maîtrise les enjeux. Et le sujet de la biodiversité, c'est le sujet en devenir. C'est vraiment le sujet sur lequel on est trop aveugle, on est trop, plus ou moins volontairement d'ailleurs, on est trop ignorant et c'est un sujet qui va nous sauter à la figure à un moment ou à un autre parce que derrière la question de la biodiversité, c'est le vivant. Et derrière le vivant, c'est nous, c'est l'alimentation, c'est tout ce qui nous entoure. Dans notre corps, on a plus de bactéries que de cellules humaines. Voilà. Et c'est ce qui nous permet de vivre. Donc il faut juste le savoir et cette interdépendance, elle est fondamentale. Donc ce sont des débats intéressants s'ils permettent de rehausser un peu et de faire ressortir cette question de la biodiversité. Après, quand on parle de biodiversité, de relations vivantes et d'interdépendance de l'humain avec le vivant, on va assez loin dans des questions qui sont des questions qui peuvent être éthiques et qui posent des débats de société beaucoup plus radicaux que les débats sur le climat. C'est passionnant, hein, ça c'est le sujet de demain. Je voudrais vous poser une question aussi. Alors, vous y avez répondu à mon confrère Jean-Denis Renard dans l'entretien qui est paru ce matin dans le Sud-Ouest, que j'espère tout le monde a lu, sinon il n'est pas encore trop tard. C'est un débat, donc la CNDP n'est pas impliquée dedans, mais ça m'intéresserait que vous donniez votre avis dessus. C'est à propos donc, de la ligne à grande vitesse, le grand projet du Sud-Ouest, donc ce prolongement des lignes grande vitesse vers Toulouse et Dax. Finalement, on pourrait croire qu'au niveau administratif ou juridique, le débat est terminé, puisque la DUP a été accordée, tous les obstacles juridiques ont été levés depuis que le Conseil d'État a donné son feu vert, et on voit bien que le débat n'a jamais été aussi vif. Et donc, jusqu'où ça s'arrête le débat? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'il faudrait, selon vous, aujourd'hui, par exemple, alors que, encore une fois, la DUP a été donnée, donc je veux dire, sur le plan juridique, l'affaire est réglée, mais politiquement, environnementalement, et financièrement, on voit bien qu'elle n'est pas du tout levée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on peut alors pardon, vous allez me dire qu'il faut que ce soit conflictuel, mais apaiser le débat, parce qu'on voit bien que ça monte, que ça risque de générer, enfin je ne sais pas ce qui peut se passer, mais qu'est-ce que vous dites sur un projet comme ça? Non, je ne fais pas d'appel à la conflictualité systématique, hein, mais légalement, en fait, la participation et le débat, donc nous, on s'arrête à l'enquête publique, et puis l'enquête publique, elle s'arrête au moment où le projet est définitivement autorisé. Donc légalement, la participation, elle s'arrête au moment de la décision. Mais la démocratie, elle ne s'arrête pas au moment de la décision. Elle s'arrête, même si le projet d'ailleurs est construit, elle peut encore se poursuivre. Donc, j'ai pas de réponse à votre question. On est dans un pays démocratique, on n'a pas... s'il y a des oppositions qui s'expriment, légalement, elles peuvent s'exprimer. J'ai pas de réponse à votre question. Nous, le débat public, légalement, il s'arrête effectivement au stade de la décision parce que c'est le modèle institutionnel français. Mais est-ce que justement sur ces enquêtes d'utilité publique, il n'y a pas quelque chose à revoir? Parce qu'on voit bien que ça pose souvent problème, on le dit souvent, c'est souvent plus les opposants que les partisans qui vont participer à une enquête d'utilité publique. Est-ce que une enquête d'utilité publique, c'est suffisant
pour déterminer si un projet aussi énorme que la LGV, c'est 14 milliards d'euros, peut voir le jour ou pas. Est-ce que, selon vous, là, il n'y a pas une procédure à revoir justement pour impliquer davantage la population dans la décision en amont du projet? Il y a beaucoup de travaux autour de la question de l'enquête publique, comment mieux mobiliser, comment effectivement faire en sorte qu'il y ait plus de public qui viennent s'exprimer. Dans le débat public, on a le même biais souvent, hein, que c'est les personnes très concernées qui vont venir s'exprimer. Et donc, notre but, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas sur des oppositions radicales entre les très pour et les très contre, mais qu'on amène dans le débat des gens qui peuvent être plus neutres. Donc, il faut aller les chercher chez eux. Il faut amener le débat chez eux. C'est un travail énorme. Donc, tout ce travail que nous, on est en train de faire pour que le débat public, on le fasse dans les wagons-bars, dans les centres commerciaux, au pied des immeubles, c'est ce qu'on fait concrètement, sur les plages, pour que on amène le débat au public et pas l'inverse. C'est un travail évidemment qui doit se faire dans tout type d'enquête publique pour éviter cette difficulté. Bon, après, on a une grande différence, c'est que les commissaires enquêteurs, ils émettent un avis favorable ou défavorable. Nous, c'est pas le cas. On n'émet pas un avis, on a une obligation absolue et légale de neutralité. Mais c'est vrai que simplement ouvrir des portes pour attendre que les personnes viennent, ça marche pas. Il faut c'est l'évolution de la société. Ouais, on vous amène tout chez vous, donc il faut vous amener le débat chez vous. D'accord. Alors, dernière question, puisqu'on va terminer, parce que Chantal Joanneau doit repartir vers Paris ce soir, en train, bien sûr, en TGV, hein, puisqu'il est construit celui-là. Vous avez laissé entendre, enfin vous l'avez même clairement dit, que votre mandat se terminait. Quand c'est exactement? Est-ce que vous êtes candidate à un nouveau mandat? Est-ce que vous pouvez d'ailleurs candidater à un nouveau mandat? Quel est l'avenir de Chantal Joanneau? Ce sera la fin du mandat, c'est en mars 2023. Il est légalement renouvelable une fois. Évidemment, ça va dépendre. C'est un mandat, en fait, pour être nommé président de la CNDP. C'est sur proposition du gouvernement, après vote du Parlement, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat, et décret du président de la République. Donc, la première et la dernière étape ne sont pas les plus simples, évidemment, dans le contexte actuel. Donc, ça dépendra beaucoup, évidemment, de ça. Maintenant, j'ai jamais calculé mon avenir, puisqu'à chaque fois que je l'ai fait, je me suis trompée. Donc, on verra. Mais vous êtes candidate quand même à un nouveau mandat? Vous pouvez le dire, ça ne sortira pas d'ici. Je vous vais, bien sûr. Hein. Mais tout dépend aussi de l'évolution de l'institution. Oui, bien sûr. Voilà, ça dépend. Si c'est pour en faire une institution sous contrôle, sous autorité, non. Oui, on a l'impression que ça, c'est pas ce qui vous intéresse. Pas du tout. D'accord. Non, parce que la démocratie, ça se met pas dans une boîte, quoi. Bien sûr. D'accord. Très bien. Écoutez, je crois qu'on peut applaudir Chantal Joanneau. C'était très intéressant et sans langue de bois, en tout cas. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette rencontre Sciences Po Sud-Ouest. Et bravo aux étudiants qui, effectivement, ont très bien bossé. Moi-même, j'ai appris plein de trucs. Bravo. Merci. Et je rappelle, juste que la prochaine rencontre Sciences Po Sud-Ouest ne se déroulera pas ici. Ça sera dans le cadre du Festival du film d'histoire de Pessac avec l'historien Pierre Singaravelou. Donc on change totalement de sujet, mais ça sera tout aussi intéressant. Bonne soirée.